Mesdames et messieurs, monsieur le professeur Hublin, tout d'abord j'aimerais commencer par rendre hommage, remercier Jean-Jacques évidemment pour cette invitation et rendre hommage au professeur Coppens en quelques mots, en vous disant tout simplement que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois alors que j'avais 21 ans et que je terminais alors à l'époque ça s'appelait une maîtrise de géologie à Bordeaux. Et grâce à un immense paléontologue français, le professeur Christian Guth, eh bien, à son initiative, j'ai pu rencontrer Yves Coppens qui avait bien voulu accepter d'encadrer mon stage de paléontologie à cette époque. Et un an plus tard, en réalité, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ce sujet-là, eh bien, un an plus tard, lorsque je terminais mon DEA, donc le Master 2 à Bordeaux, eh bien, le professeur Bernard van der Merch, que je salue ici, éminent spécialiste de l'homme de Néandertal, m'a proposé de réaliser une thèse à Bordeaux sur Néandertal. Et j'ai poliment refusé de réaliser une thèse sur Néandertal parce que j'avais à cette époque-là, et j'avais envie de travailler sur les grands singes africains et asiatiques d'aujourd'hui, les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans. Et donc, Bernard van der Merch m'a regardé perplexe lorsque je lui ai proposé de travailler à Bordeaux sur les grands singes et m'a proposé de rencontrer Yves Coppens au Collège de France pour lui présenter mon sujet et pour lui demander éventuellement de valider ce sujet. En me disant, voilà, si vous revenez à Bordeaux avec la validation d'Yves Coppens, eh bien, vous pourrez réaliser une thèse à Bordeaux sur les grands singes au milieu de spécialistes de Néandertal. Sinon, eh bien, voilà. Donc je suis venu au Collège de France, j'ai présenté à Yves Coppens mon sujet, il m'a écouté poliment, mais je ne suis pas sûr qu'il ait écouté tous les détails, et rentré à Bordeaux, je pensais que l'affaire était pas du tout dans le sac, et en réalité elle l'était, et grâce à Yves Coppens, donc j'ai pu travailler sur les grands singes à Bordeaux et réaliser ce travail qui est finalement un lien direct avec ce que je vais vous présenter donc maintenant, puisqu'il s'agit de regarder en fait dans quelle mesure les informations sur le développement du crâne, pas seulement des dents, qui se conservent bien dans le registre fossile, vous le savez, mais de l'ensemble du crâne, comment ces informations peuvent nous apporter des éclairages assez singuliers sur la manière dont nous avons évolué au cours du temps et sur les relations de parenté entre les différentes espèces d'hominidés fossiles dont vous avez entendu parler depuis hier. Alors, les grands singes d'aujourd'hui, et en général, toutes les espèces animales, sont de formidables machines à remonter le temps. David Pilbeam l'a écrit à plusieurs reprises, et lorsque j'ai commencé à travailler sur les grands singes pendant ma thèse, j'étais fasciné par le travail de Stephen Jay Gould, qui a consisté dans cet ouvrage, en tout cas celui que je vous présente ici, à regarder justement comment le développement, comment l'ontogénèse peut nous éclairer sur différents aspects de l'évolution. La phylogénie, c'est-à-dire les relations généalogiques qui existent entre les différentes espèces d'aujourd'hui et d'hier, mais aussi la cognition, puisque, vous le savez également, aujourd'hui, on a tendance, même si les explications sont parfois divergentes, on a tendance à lier la manière dont on grandit, la manière dont on devient adulte, avec les capacités cognitives assez différentes et singulières que les espèces, notamment de grands singes, peuvent avoir, et quelles sont les différences que l'on peut observer au niveau de la cognition entre les grands singes. Je pense en particulier aux bonobos et aux chimpanzés qui ont des comportements réellement différents, et comment ces comportements peuvent s'expliquer éventuellement par des différences d'ordre ontogénétique, développemental. À l'issue de ma thèse, grâce à Yves Coppens, mais aussi grâce à une personne ici présente dans la salle, Brigitte Senu, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Afrique du Sud à une époque où les relations entre la France et l'Afrique du Sud scientifiques étaient de nouveau établies à l'initiative de Brigitte et de Yves Coppens. Et donc, j'ai essayé d'appliquer ce savoir acquis pendant ma thèse sur un grand nombre, plus de 1500 crânes d'adultes et de chimpanzés, gorilles et orang-outans, juvéniles également, sauvages, collectés dans les différents musées du monde entier. Eh bien, j'ai essayé d'appliquer ce savoir
ces quelques connaissances au registre fossile. Et là, très rapidement, eh bien, je suis tombé sur un os parce que eh bien, des ossements de fossiles homininés juvéniles, il n'y en a pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques résultats que nous avons obtenus ces dernières années grâce à des opérations de terrain. Alors, en dehors du laboratoire, vous l'avez également entendu hier, eh bien, il est essentiel, évidemment, de rechercher des ossements fossiles. Et à Kromdraai, donc l'un des deux personnages de cette présentation d'aujourd'hui, le site de Kromdraai, qui est un site sud-africain, eh bien, nous avons la chance de rencontrer le deuxième personnage de ma présentation de ce matin. Et ce deuxième personnage, vous avez déjà entendu son nom hier, c'est Paranthropus robustus. Vous avez ici quelques photos, quelques visages de personnes qui ont rencontré Paranthropus robustus à Kromdraai ces dernières années. Alors, à Kromdraai, depuis, je le fais court, hein, mais à Kromdraai, depuis 2014, nous avons réalisé des opérations et en cumulant ces différentes campagnes de fouilles à Kromdraai, nous en sommes à 27 mois de nouvelles fouilles sur ce site, qui est un site absolument iconique, emblématique, puisque dès 1938, en réalité bien plus tôt, dès la fin du 19e siècle, eh bien, des découvertes ont été réalisées sur le site de Kromdraai et la plus emblématique est bien entendu la découverte du spécimen type, de l'holotype de Paranthropus robustus, qui est également la première espèce de ce genre si singulier, Paranthropus, qui a été découvert sur le continent africain. Robert Broom est le découvreur de ce fossile et ce fossile a été publié en 1938 dans la revue Nature. Il s'agit d'un crâne, vous le voyez ici, avec une remarque très très rapidement assez intéressante de mon point de vue, c'est que vous avez ici la partie supérieure du crâne à gauche et la mandibule, une hémimandibule représentée à droite, ce qui pour moi est assez curieux, puisque je ne connais pas d'autres exemples d'une préservation aussi asymétrique de la partie supérieure et de la partie inférieure du crâne. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le site de Kromdraai se situe non loin de Johannesburg, dans une région où plusieurs sites de cette période-là se concentrent. Nous sommes ici dans une vallée, une petite vallée qui se situe au sud d'une zone classée par l'UNESCO depuis déjà une vingtaine d'années maintenant. Et dans cette région se situent un certain nombre de sites qui, et ça c'est important également, eh bien, sont totalement déconnectés les uns des autres. On a des stratigraphies qui ne sont pas du tout corrélables sur des arguments purement sédimentologiques et géochimiques. Et puis également, une remarque assez intéressante, c'est que vous avez des sites dans cette région qui sont des sites à Australopithèque. On a entendu parler hier d'Australopithecus africanus, de peut-être, je dis bien peut-être, Australopithecus sediba. Et vous avez également d'autres sites qui, eux, renferment des vestiges qui n'ont rien à voir avec Australopithecus, qui sont des vestiges de paranthropes, dont, bien sûr, le site de Kromdraai. Et sur ces sites-là, eh bien, on peut parfois également trouver à ces paranthropes, associés à ces paranthropes, d'autres créatures qui sont tout simplement nos ancêtres les plus lointains, parmi les tout premiers représentants du genre humain auquel nous appartenons tous. Une seule exception à cette remarque, le site de Sterkfontein qui, malgré tout, ne renferme que très très peu de vestiges de Paranthropus robustus, puisque si on cherche à enrichir le portrait, le profil biologique de Paranthropus robustus, avec les quelques dents isolées trouvées pour l'instant sur le site de Sterkfontein dans un niveau supérieur, eh bien on n'arrive pas réellement à compléter ce portrait. On a réellement à Sterkfontein très très peu d'informations à ce sujet. Alors, vous avez ici une phylogénie, une généalogie du site de Kromdraai depuis les années 2000, avec, vous le voyez ici, le site tel qu'il apparaissait lorsqu'on réalisait une vue aérienne dans la région où probablement Robert Broom, en 1938, a découvert Paranthropus robustus. Quelques années plus tard, après environ un an de fouilles cumulées sur le site, eh bien, nous avons pu réaliser que le site de Kromdraai était bien plus vaste qu'on ne le pensait alors, et dans ces niveaux, dans cette zone située plus au nord, eh bien, nous fouillons toujours aujourd'hui pour essayer de percer le mystère du développement, en fait, de l'ontogénèse de Paranthropus robustus, en essayant de voir comment
eh bien, ces informations peuvent nous éclairer d'une manière beaucoup plus large sur la manière dont les différentes espèces d'hominidés ont pu être liées les unes aux autres au cours de leur généalogie, au cours de leur phylogénie. Voilà ici une autre vue de ce site de Kromdraï. Ça, c'est une photo prise lors des 2 derniers mois que nous avons où nous avons réalisé des fouilles à Kromdraï il y a quelques semaines. Et vous voyez que le site a grandement changé puisque depuis 2002, eh bien, nous avons extrait énormément de fossiles de vertébrés, de grands vertébrés, de petits vertébrés, des micro-mammifères, des oiseaux, mais aussi des vestiges d'hominidés, dont des vestiges de paranthropes juvéniles. Alors voilà ici une vue du site de Kromdraï qui vous permet de peut-être mieux voir la zone où Robert Broom et ses successeurs, je pense évidemment à Bob Brain qui nous a quittés la semaine dernière, je pense à Elisabeth Verba qui a fouillé cette zone-là, Bob dans cette zone-là, et probablement Robert Broom a travaillé sur le site de Kromdraï et a découvert l'holotype de Paranthropus robustus dans cette zone-là. Et avec mon ami Francis Tacré, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en une après-midi, nous avons extrait de cette zone-là quelques centimètres cubes, décimètres cubes de sédiments. Et dans ces sédiments, parce que nous pensons que l'holotype a été trouvé dans cette zone-là, et nous avons trouvé 2 éléments anatomiques qui pourraient effectivement appartenir à l'holotype de Paranthropus robustus découvert par Robert Broom en 1938. Souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, assez inhabituel de trouver une partie supérieure d'un côté, une partie inférieure de l'autre. L'hypothèse, c'est qu'en fait, plus d'éléments de ce squelette se trouvent toujours sur le site de Kromdraï, conservés dans des sédiments qui sont particulièrement indurés, qui sont donc extrêmement difficiles à fouiller. Et la seule méthode pour pouvoir extraire ces sédiments sans détruire les éventuels fossiles qui se trouvent à l'intérieur, c'est la fraise de dentiste. Alors, pourquoi cette petite obsession pour Paranthropus robustus et d'une manière plus globale pour les australopithèques robustes? Eh bien, pour la raison suivante. En réalité, lorsqu'on regarde l'ensemble des phylogénies qui sont aujourd'hui proposées pour essayer de lier Paranthropus robustus, mais aussi les autres paranthropes, aux espèces d'hominidés anciens, notamment évidemment les australopithèques, mais pas seulement, eh bien on constate que 2 hypothèses s'affrontent, mais celle qui domine, c'est celle selon laquelle les paranthropes formeraient un groupe, une famille, avec un ancêtre commun, peut-être cette espèce-là. Et cette famille, à son tour, partagerait un ancêtre commun avec un groupe que vous connaissez bien, c'est-à-dire avec le genre humain. Et la question, si cette hypothèse de la monophylie, c'est-à-dire de l'appartenance de ces paranthropes à une famille dont l'ancêtre commun est relativement récent, si cette hypothèse est vraie, la grande question qui se pose ici, c'est qui finalement est l'ancêtre commun de ces humains, des humains que nous sommes aujourd'hui, mais aussi des paranthropes. S'agit-il d'une espèce sud-africaine, Australopithecus africanus, ou d'une espèce est-africaine, d'Australopithèque, ou peut-être un autre genre, comme le genre Kenyanthrope, dont vous avez entendu parler hier. L'autre hypothèse, c'est celle de ce que l'on appelle la polyphylie, c'est-à-dire que nous serions, avec les paranthropes, en réalité en présence d'une famille éclatée, avec 2 lignées totalement différentes, des paranthropes sud-africains, des paranthropes est-africains, qui n'auraient pas d'ancêtres communs paranthropes, mais qui auraient des ancêtres communs australopithèques. En ce qui concerne la lignée sud-africaine, les ancêtres australopithèques de ces paranthropes sud-africains seraient sud-africains, et vous auriez une lignée indépendante en Afrique de l'Est qui mènerait des australopithèques aux paranthropes, ou en tout cas à des formes robustes en l'occurrence. Et dans ce cas-là, bien sûr, le terme paranthropus ne s'appliquerait plus. Il ne serait plus légitime puisqu'on ne classe dans un même genre que des espèces qui partagent des ancêtres les plus récents possibles. Alors avec ces questions en tête, partons maintenant en Afrique du Sud et en Afrique en général pour voir comment en fait les enfants, les vestiges notamment crâniens, peuvent nous renseigner et essayer de nous éclairer sur ces 2 questions, polyphylie, monophylie du genre Paranthropus.
Alors, lorsqu'on regarde le registre fossile, on constate avec intérêt qu'en réalité, les différentes espèces dont vous avez entendu parler depuis hier, elles sont souvent représentées par des restes adultes, mais que, en ce qui concerne des restes relativement complets du crâne, de très jeunes enfants, eh bien, on a très très peu d'espèces pour lesquelles on a des vestiges de ce type-là. Les deux espèces pour lesquelles on a aujourd'hui des vestiges raisonnablement complets pour nous apporter des informations sur l'ontogénèse, c'est d'une part Australopithecus africanus, découvert et publié un an plus tard, mais découvert en 1924 en Afrique du Sud, qui installe le paradigme d'une évolution africaine de l'humanité. Et puis, ce magnifique fossile découvert bien plus tard par Zara, ici présent, Australopithecus afarensis, avec ce très très beau spécimen qui finalement présente un âge, en tout cas d'un point de vue dentaire, quand on compare les dents, eh bien un âge relativement similaire à celui de l'enfant de Tang. Alors, lorsqu'on cherche à reconstruire les liens de parenté entre des espèces fossiles, comme d'ailleurs entre des espèces actuelles, eh bien on utilise des caractères. Et ces caractères, pour pouvoir les utiliser et faire une analyse dite cladistique, ou faire une analyse phylogénétique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien on doit utiliser des caractères qui sont indépendants les uns des autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que ces caractères, lors de l'ontogénèse, doivent appartenir à des systèmes qui se sont développés indépendamment les uns des autres. Et donc, l'ontogénèse peut nous permettre de voir si finalement les caractères que nous observons sur les adultes sont des caractères qui se sont développés indépendamment les uns des autres ou en bloc. Et dans ce cas-là, si les caractères se sont développés en bloc, ça veut dire que ces différents caractères que l'on constate, que l'on observe sur les adultes, sont trop liés entre eux pour être considérés comme des caractères différents les uns des autres. Et dans ce cas-là, il faut considérer l'unité comme une information phylogénétique, l'ensemble des caractères que l'on observe, plutôt que les caractères séparément les uns des autres. Alors, pour essayer de comprendre ou d'interpréter le registre fossile, il est absolument indispensable de convoquer les machines à remonter le temps dont je vous parlais tout à l'heure, et donc d'aller voir ce qui se passe au cours de l'ontogénèse chez les humains d'aujourd'hui, comme d'ailleurs chez les plus proches parents des humains d'aujourd'hui, que sont les chimpanzés, les bonobos et les gorilles. Donc vous avez ici une image que j'ai réalisée à partir d'une microtomographie d'un fœtus humain de 19 semaines. Et sur ce fœtus humain, j'ai extrait les trois grands éléments crâniens qui ont des origines embryologiques distinctes, donc la partie chondrocrânienne, donc la partie cartilagineuse que l'on trouve au niveau du crâne de cet enfant très très tôt, avec d'ailleurs, et ça c'est assez fascinant, des structures qui ont atteint leur taille adulte et leur forme adulte très très tôt au cours du développement, dès la naissance. Donc la partie en bleu, la base du crâne. La partie en jaune, elle, concerne la face, c'est ce que l'on appelle le viscérocrâne, avec des informations extrêmement intéressantes également sur ce viscérocrâne, et puis le neurocrâne qui, lui, englobe le cerveau. Et l'idée ici consiste à aller regarder, bien au-delà de cette subdivision en trois parties, eh bien, quelles sont, au sein de ces différentes parties, ces trois parties, quelles sont les unités, building blocks, quels sont les différents modules, c'est le terme que l'on utilise, qui peuvent être identifiés pour voir si éventuellement, eh bien, on pourrait, au sein de chacune de ces unités qui pourraient avoir évolué indépendamment au cours de l'évolution, eh bien, distinguer des caractéristiques qui nous renseigneraient sur l'ontogénèse des homininés anciens et notamment de Paranthropus robustus. Alors, il existe un courant, qui est depuis déjà fort longtemps. Alors, les travaux de Gould ont installé, peut-être popularisé cette branche en fait de la biologie évolutive. C'est ce que l'on appelle l'évo-dévo. Et l'évo-dévo, ça consiste tout simplement à essayer de lier la phylogénie et l'ontogénèse et essayer de comprendre comment en fait les morphologies adultes sont acquises au cours du développement. Comment ces morphologies acquises au cours du développement nous renseignent sur ce que l'on appelle les traits d'histoire de vie et en quelque sorte aussi la démographie de ces populations fossiles et sur les capacités développementales et comportementales de ces homininés anciens. Alors de nombreux travaux ont été réalisés, je pense en particulier à Melvin Moss que j'ai eu la chance de rencontrer,
à Team Bromwich, qui ont réalisé de très beaux travaux, notamment Moss, des travaux expérimentaux dès les années 60, pour essayer de comprendre justement comment ces différents modules peuvent évoluer au cours de l'évolution, et en étudiant aussi des espèces actuelles, ces fameuses machines à remonter le temps que j'évoquais tout à l'heure. Et en réalité, lorsque on a de l'évolution, Evo-Devo nous dit que l'évolution ne peut survenir que si on a des changements dans les relations qu'entretiennent ces différents blocs au cours de l'ontogénèse. Et je vais maintenant vous donner quelques exemples avec des découvertes que nous avons réalisées et publiées récemment, réalisées à Kromdraai, mais aussi sur un autre site sud-africain important qui est le site de Drimolen. Avant cela, j'aimerais quand même insister sur un point qui me semble essentiel, c'est cette absence apparente de fossiles de très très jeunes homininés sur les sites sud-africains en particulier, qui m'interroge grandement pour la raison suivante, toute simple, c'est que lorsqu'on regarde les courbes de mortalité publiées ici pour les chimpanzés, pour des populations sauvages, et pour les sociétés humaines, pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais des sociétés qui ne sont pas basées sur la consommation de production de masse, eh bien on constate que les courbes de mortalité, toujours, quelle que soit la population à laquelle on a affaire, présente une mortalité infantile très élevée. Et donc, on doit s'attendre, normalement, si le registre fossile, si l'assemblage fossile est le strict reflet de la réalité de la mortalité d'une population, on doit s'attendre à trouver des vestiges d'enfants sur les sites. Alors, on me dit souvent, bon, les vestiges d'enfants sont plus fragiles, donc on ne les trouve pas pour cette raison-là. Mais certaines parties du crâne, elles, ne sont pas si fragiles que ça. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas les trouver si les enfants sont morts sur place. Alors, partons maintenant en Afrique du Sud sur le site de Kromdraai et rencontrons Paranthropus robustus à Kromdraai. Alors, à Kromdraai, depuis donc 2014, un certain nombre de fossiles ont été trouvés sur ce site et je vais maintenant en quelques minutes vous présenter ceux qui concernent donc l'ontogénèse de Paranthropus robustus, ici avec un fossile vraiment, qui m'a marqué, c'est ce fossile qui est présenté ici, lors de sa découverte in situ, dans des couches de sédiments qui ne sont pas du tout consolidés, qui sont meubles, et donc, dont on peut extraire le fossile relativement simplement, mais j'ajouterai ici que malgré tout, les deux éléments ici, les deux maxillaires de cet individu, sont dans des brèches qui ont des degrés de consolidation qui sont complètement différents. Avec le maxillaire ici, à droite, qui est dans de la brèche totalement décalcifiée, alors qu'ici, à gauche, pour extraire cette morphologie que vous voyez ici, il a fallu préparer ce maxillaire gauche avec une fraise de dentiste. Donc on a parfois des variations micro-locales sur le contexte de ces fossiles qui sont assez intéressantes à étudier avec des analyses un petit peu plus poussées dans le domaine de la géochimie et de la sédimentologie. Alors, quand on retourne au laboratoire, bien sûr, ces fossiles, on peut les nettoyer, les photographier et puis en réaliser des reconstructions pour aller extraire des informations de l'intérieur de ces fossiles. Vous avez eu de beaux exemples ici hier avec la présentation d'Amélie. Alors, qu'avons-nous donc découvert à Kromdraai? Alors, nous avons découvert à Kromdraai des fossiles qui, pour la première fois, en fait, nous renseignent sur l'anatomie de Paranthropus robustus, alors que ses premières molaires permanentes, que l'on appelle la dent de 6 ans chez l'homme, mais chez les paranthropes, ce n'est pas 6 ans, eh bien, alors que ces premières molaires permanentes n'étaient pas encore du tout sorties dans la bouche. Donc, on a ici affaire à un crâne composite, donc un crâne reconstitué, à partir des vestiges de 3 enfants, qui sont tous morts à peu près au même âge, entre 2 et 3 ans, plutôt 2 ans que 3 ans. Et ce crâne composite eh bien, nous renseigne à la fois sur la base du crâne, sur le neurocrâne et sur la face de Paranthropus robustus, à un âge qui est somme toute assez comparable à celui de l'enfant de Tang, un âge physiologique, et de l'enfant de Dikika, que Zara a présenté tout à l'heure. Alors, à cette série ontogénétique, on peut rajouter ici un très beau fossile que nous avons découvert avec mon collègue Dominique Gomery sur le site de Drimolen en 1997 et que j'ai pu ici analyser pour venir compléter en fait le portrait que je vais vous dresser en quelques instants en vous donnant simplement quelques exemples. Les numéros que vous avez ici
sont des numéros de spécimens de Paranthropus robustus, qui sont également des individus juvéniles, mais pour lesquels on a seulement des éléments de la mandibule. Alors, lorsqu'on compare Paranthropus robustus, ce crâne, avec celui d'Australopithecus africanus, on est absolument stupéfait par les différences que l'on observe. Et je voudrais, avant de passer à la base du crâne, commencer par la face. Donc la partie supérieure de la face, le maxillaire, avec ici deux très très beaux maxillaires de Paranthropus robustus, d'enfant, avec celui de Drimolen ici, et le maxillaire que je vous ai présenté il y a quelques instants, celui de Cromdry. Alors, il faut savoir que depuis fort longtemps, on essaie, en l'absence de vestiges d'enfants, d'imaginer comment eh bien, les différents éléments que je vous parlais tout à l'heure, les différents blocs crâniens, crânio-faciaux des paranthropes ont pu interagir au cours du développement pour interroger et pour expliquer la morphologie adulte si singulière de la face, notamment des paranthropes. On ne les appelle pas Paranthropus et Australopithèque robuste pour rien. Et en réalité, il existait une hypothèse, qui considérait en fait que la face des paranthropes grandissait en une seule unité, et que tout donc était lié au cours de la phase des paranthropes, et que donc probablement de nombreux caractères, dont un caractère essentiel des paranthropes, qui est l'épaisseur du paléocène, eh bien, se développaient en bloc, et donc la plupart des caractères qui étaient utilisés et considérés comme indépendants pour réaliser des phylogénies et rapprocher les paranthropes des humains, eh bien, la plupart de ces caractères étaient autocorrélés et donc ne devraient être considérés que comme une seule unité. Et ce que l'on voit ici sur ce maxillaire de Paranthropus robustus trouvé à Cromdry, c'est que ça n'est pas possible. Cette hypothèse ne peut pas être validée à partir de ces découvertes fossiles, tout simplement parce que chez les paranthropes, cette région du maxillaire, bon, aucun jargon ici, donc je ne nommerai pas, et cette région-là sont à la même hauteur. Le palais est très épais. Et ce que l'on voit ici, c'est que ces deux régions ne sont pas à la même hauteur. Et donc, au cours de la croissance, il faut qu'il y ait des phénomènes, on parle de remodelage osseux, suffisamment importants, même assez importants, pour que, en réalité, cette partie-là rattrape celle-ci et que les deux zones se retrouvent à la même hauteur. Un autre caractère absolument fascinant, quelques mots quand même, c'est la suture incisive. 3 minutes? No. Okay. 2 and a half. Thank you. C'est la suture incisive. Le poète Goethe avait lui-même constaté que parmi tous les primates que l'on connaît aujourd'hui, la seule espèce de primate qui a perdu son maxillaire, son prémaxillaire, pardon, c'est Homo sapiens. Et en réalité, quand on regarde de plus près des données microtomographiques, et notamment ce que je vous présentais tout à l'heure, on constate qu'effectivement, à un âge très très précoce au cours du développement, eh bien, Homo sapiens a perdu cette zone ici, le contact entre le prémaxillaire et le maxillaire. On a une fusion totale entre ces deux éléments, ce qui empêche la face de grandir vers l'avant. Le prémaxillaire se trouve complètement verrouillé et vous n'avez plus de possibilité de croissance vers l'avant de la face. Alors, ce qui est intéressant chez Paranthropus robustus, c'est que quand on regarde des données synchrotrons ou des données microtomographiques sur ces jeunes paranthropes, on constate qu'effectivement, la suture incisive que vous voyez ici, comme chez l'homme, est totalement bloquée dès les stades les plus précoces du développement. Alors, just 1 minute, Fred. Un deuxième élément assez intéressant et troublant dans cette histoire, c'est la manière dont la partie postérieure du crâne est orientée par rapport à l'un des 3 canaux semi-circulaires de l'oreille interne que l'on appelle le canal latéral, qui a une orientation horizontale. Et quand on compare l'orientation de cette partie postérieure du crâne par rapport à ce canal chez Tang, eh bien on constate que par rapport à l'enfant que nous avons découvert à Cromdry, eh bien l'orientation de ces deux éléments, d'un élément par rapport à l'autre, est totalement différente, ce qui laisse à penser qu'en réalité, la partie postérieure du crâne, chez Australopithecus africanus, devait se développer de manière très très différente à ce que nous observons chez les paranthropes. Et ça, pour moi, c'est un caractère extrêmement primitif que l'on observe chez Australopithecus africanus.
Et j'ai de bonnes raisons de penser que ça n'est absolument pas le cas sur l'enfant de Dikika. Et que pour cette raison-là, il y aurait de bonnes raisons de lier beaucoup plus les Australopithèques robustes d'Afrique du Sud avec Australopithecus afarensis qu'avec Australopithecus africanus. Je terminerai, last one, one of the very last, par ce spécimen-là, très très intéressant, puisqu'il nous révèle pour la première fois la morphologie de la face supérieure chez les paranthropes, et nous permet de réinterpréter un fossile très important qui a été publié il y a une cinquantaine d'années et qui a été considéré comme le neurocrâne d'un jeune paranthrope chassé par un carnivore. Et en réalité, les deux anatomies que l'on observe pour ce spécimen-là iconique et pour ce spécimen de Cromdra est complètement différente. Quand on regarde la morphologie notamment de cette région-là, sur ce spécimen-là, on est surpris de constater que la différence est telle qu'on ne peut pas assigner les deux spécimens au même taxon, c'est-à-dire que ce spécimen-là n'est pas du tout un bébé paranthrope, mais au contraire un bébé humain. Et cette interprétation-là colle assez bien avec une découverte récente, publiée d'ailleurs sur le site de Drimolen, où l'on observe également un neurocrâne dont la morphologie est très très comparable à celle de ce spécimen-là que nous réinterprétons grâce aux découvertes de Cromdra comme étant un très ancien bébé humain. Donc la prochaine étape sera de réaliser la même étude à partir de découvertes réalisées à Cromdra, cette fois sur l'ontogénie des tout premiers humains. Je vous remercie.